Robert Laplante est un sociologue titulaire d'un doctorat de sciences sociales à l'École normale supérieure. Il a publié de nombreux travaux scientifiques, en particulier dans le domaine des études coopératives, et est un journaliste québécois, directeur de la revue L'Action nationale et de la revue Les Cahiers de lecture. Il dirige aussi l'Institut de recherche en économie contemporaine, fondé par Jacques Parizeau, et dont l'objectif est d'appuyer et d'encourager la recherche en économie, tant générale que politique ou sociale. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de Dialogue. Ce que nous cherchons à faire à travers cette série, c'est de mieux mesurer, mieux vous faire mesurer aussi l'importance des enjeux sociaux qui traversent notre époque et puis de dégager des alternatives citoyennes par rapport aux problèmes que tout ça pose. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la nation. Un mot qui paraît très simple, mais qui en fait recouvre une réalité très complexe. Alors nous avons fait venir un premier expert, qui est aussi un ami, qui s'appelle Robert Laplante et qui est patron de l'Action nationale. D'ailleurs, vous avez bénéficié d'une petite présentation au début de cette émission, et vous remarquerez que derrière nous deux ne se cache pas, mais se manifeste notre ami Pascal Chevrette. Ça va être un débat un peu intergénérationnel, moi jouant le rôle de grand-père là-dedans, pacifiant bien entendu. Et Pascal Chevrette, qui est professeur de littérature au Cégep, un Cégep Montmorency, va nous aider à réagir aux propos que nous allons débattre et partager avec Robert Laplante, réagir au sens aéronautique du mot, évidemment, pour nous pousser vers un deuxième palier de réflexion, après quoi nous nous retrouverons autour de la table. Alors, Robert Laplante, la nation, ça a l'air comme ça très simple. Ça fait drapeau, ça fait bleu, blanc, rouge, ça fait 14 juillet, ça fait... et ici, la fête, paraît-il, du Canada. Je voudrais pas avoir des propos trop subversifs, là, mais en même temps, on a l'impression que nous ne savons plus ce que c'est. De fait, les conceptions de la nation ont littéralement éclaté depuis la deuxième moitié du 20e siècle. D'abord avec la Deuxième Guerre mondiale qui a bouleversé considérablement l'échiquier et consacré une grande rupture qui organisait les relations internationales et donc en instaurant la guerre froide avec le mur de Berlin, il y avait, je dirais, un univers relativement figé de la nation, associé, au fond, aux luttes dont les origines remontaient au 19e siècle dans la géopolitique européenne. Les choses ont éclaté avec la fin des colonies, avec la montée des mouvements d'émancipation nationale en Afrique, bien sûr, et par la suite, l'abolition du mur de Berlin nous a donné une autre vague de création d'États-nations avec, au fond, les peuples qui se sont libérés du joug soviétique. Mais entre-temps, au fur et à mesure que ce mouvement d'émancipation se déployait et que le réel des nations se déployait également, il se complexifiait et il a été, au fond, très rapidement, je dirais, ce réel englué par des idéologies qui ont pris de front la nation, la notion même de nation. On parle évidemment d'abord du néoconservatisme, du néolibéralisme, qui a pris le relais jusqu'à un certain point de la grande utopie rouge qui rêvait d'un monde sans frontières. Et les néoconservateurs ont aussi rêvé d'un monde sans frontières, souhaité que finalement le marché remplace la nation.
les assauts donc sur la réalité des nations par la libéralisation des échanges, par la volonté de réduire au minimum le champ d'intervention et de rayonnement des États, a fait en sorte que, sitôt déployée, la nation moderne, dirait-on, a été mise en procès. Si bien qu'aujourd'hui, à l'heure où la mondialisation est présentée à la fois comme une fatalité et un fait en voie d'accomplissement, sinon un fait accompli, les peuples sont en tension entre les institutions qu'ils se sont données, donc les États-nations qui se sont constitués, et le renoncement que souvent certaines de ces nations-là, certains de ces États, ont fait à la souveraineté de la nation au profit des grandes instances, soit l'Union européenne ou encore les grandes forces du marché, les grandes forces financières, le Fonds monétaire, etc. Si bien que cette tension-là a poussé presque à son paroxysme le déchirement entre le réel de la solidarité et du sentiment d'appartenance et un autre réel supranational, beaucoup plus abstrait, beaucoup plus violent par ailleurs que ce que les contraintes de l'État-nation pouvaient imposer. Alors on est dans une situation où cette tension-là nourrit d'un côté des aspirations et des craintes vers une réaffirmation du primat des appartenances sur les forces abstraites de l'économie, et d'autre part, une fascination pour cet idéal, cette utopie du monde sans frontières où les appartenances ne compteraient que pour peu, finalement, dans le parcours des individus. Et évidemment, les collisions frontales sont inévitables et elles se déroulent sur plusieurs plans. On en trouve à droite comme à gauche. Et dans les deux cas, autant à droite qu'à gauche, ce qui revient, c'est la revision de ce que signifie l'État et de ce que signifie la nation dans un tel contexte. Et il y a, je crois, une force positive qui s'exerce dans ces grandes tensions-là. On le voit avec le cas grec, où finalement, ce n'est pas seulement en dépit des mouvements de droite inquiétants qui traversent la démocratie grecque, ce n'est pas seulement donc un mouvement de repli. Il y a un débat de fond que la question de la nation pose sur au fond, la zone d'extension de la démocratie elle-même. Peut-on voter si nous sommes à l'abri des conséquences de notre vote? Où enclore la responsabilité civique, la responsabilité citoyenne? Les Grecs viennent, au travers d'un épisode très, très, très affligeant pour leur société, viennent de dire nous ne nous soumettrons pas aux forces abstraites qui veulent se substituer à la démocratie qui s'exprime dans notre État-nation. État-nation, par ailleurs, qui est lui-même imbriqué dans un réseau d'échanges et de rapports économiques qui, à la fois, le contraignent et le soutiennent. Et c'est cette voie que les Grecs doivent trouver maintenant, cette voie mitoyenne, serait-on tenté de dire, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agira d'un compromis. Je crois plutôt que ce qui est en train de se développer, c'est une forme nouvelle. C'est un État-nation 2.0, peut-on dire, qui est susceptible d'émerger. OK. Donc, c'est comme s'il y avait finalement une tension centrifuge, centripète, là. Tout à fait. Et les gens sont pris dans ce maelstrom-là, sans pouvoir retrouver ce sentiment d'appartenance dont vous parlez. Si on arrive au Québec, on constate aussi que par-dessus tout ça,
il y a une question de qui a envahi qui, si j'ose dire, oui. Qui a colonisé qui, oui. Depuis les Autochtones qui sont arrivés par le Grand Nord et la Russie il y a très 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 longtemps, jusqu'aux immigrants d'aujourd'hui, il y a toujours eu ce problème-là aussi. Oui, ben, c'est-à-dire que le cas du Québec est un cas à la fois limite et exemplaire à bien des égards, puisque le Québec est né dans le grand mouvement de découverte et de colonisation qui a refaçonné l'Occident et le tiers-monde, et que donc la société qui est née ici, la société de la Nouvelle-France, s'est véritablement établie sur un territoire qui n'était pas vierge, qui était déjà occupé, et qui a fatalement instauré un ordre nouveau, dont, pendant un certain temps, les Autochtones eux-mêmes ont pu s'accommoder, particulièrement sur le territoire du Québec, en raison de leur nomadisme, au fond, qui a été perturbé par l'économie de la traite, mais très peu par le peuplement comme tel. Évidemment, cette société de la Nouvelle-France a connu un épisode tragique au terme de la guerre de 7 ans, et la conquête a changé du tout au tout la nature de ce qui était en train de se développer ici. C'est la thèse de Maurice Séguin, c'est la thèse de la société écimée, étêtée par une conquête, et une société qui a donc grandi sous un ordre imposé, imposé par une dynamique métropolitaine qui, dans un premier temps, a dû composer avec la réalité continentale et tolérer les vestiges de cette société française, tout simplement pour la promotion de ses propres intérêts, à l'échelle autant de l'économie de la traite que des rapports de la couronne d'Angleterre avec les Américains récalcitrants. Cette société qui va rapidement tenter de surmonter la réalité de la conquête en s'emparant des institutions britanniques et en essayant, au fond, de les retourner contre la couronne britannique, va connaître un épisode très douloureux qui est l'épisode patriote, où finalement, pour la première fois dans son histoire, cette jeune société aspire à la République. Elle aspire à la République au même titre que les autres peuples d'Europe et d'Amérique du Nord. Cette aspiration va tourner au drame, puisqu'elle va heurter de plein fouet une puissance qui, à l'époque, est la plus grande puissance du monde, l'Angleterre, qui va réprimer dans le sang cette aspiration-là, et introduire une logique politique qui va, je dirais, donner une version tronquée de la nation. C'est-à-dire que ce peuple naissant, qui va continuer de grandir sous, comme disait Jacques Ferron, sous la botte étrangère, va néanmoins grandir avec une conception de lui-même qui sera marquée tout entièrement du sceau du compromis. Ce qui va façonner, je dirais, une expression étriquée de ces aspirations, qui vont toujours être soumises, au fond, à l'approbation ou à l'acceptation relative par la majorité occupante. Cela va finir par donner la Confédération, par l'acte de l'Amérique du Nord britannique, et ça va donner la pleine mesure de toute l'ambiguïté que cet acte constitutionnel, où finalement les descendants des Français d'Amérique, les Canadiens français, vont s'imaginer qu'il s'agit d'un pacte entre deux nations, alors que pour la métropole, il s'agira essentiellement d'un accord entre Dominion et avec la volonté très nette de les placer sur un pied d'égalité. Ce qui va faire que les revendications nationales
vont se trouver tiraillés entre l'idée de jouer dans le Canada comme si c'était vraiment notre pays et jouer dans le Québec comme si c'était vraiment notre pays. Évidemment, l'ambiguïté de la chose, c'est que les deux thèses sont vraies pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que les Canadiens français se définissaient dans le continent. Ils ont arpenté les États-Unis, ils ont exploré les territoires du Nord-Ouest et ils étaient présents. La grande fracture va se dérouler avec la crise Métis et la crise du Manitoba, où là, il va devenir très clair que le Canada ne souhaite pas un deuxième Québec à l'ouest de l'Ontario. Et donc, là, la conception de la nation qui avait commencé à se développer avec une aspiration au Canada binational, va être très durement secouée. Ça va demeurer un fantasme réel que cette aspiration au Canada binational, mais ça va faire naître également dans une partie de l'intelligentsia et à quelques occasions dans la classe politique, la conscience aiguë que c'est une voie sans issue, ou du moins d'une voie qui ne permettra pas à la nation son plein épanouissement. Alors donc, la nation qui naît dans le Québec du Canada de 1867 est une nation bifocale, pourrait-on dire, jusqu'au fond à la Première Guerre mondiale, où là, la nation, je dirais, aux aspirations républicaines, va trouver à s'exprimer pour une première fois à l'occasion du cinquantenaire de la Confédération. C'est la revue L'Action française, qui est l'ancêtre de l'Action nationale là, que j'ai l'honneur de diriger, qui va, au fond, sonner le premier appel à la lucidité. C'est à l'occasion d'une série de grands articles que la revue publie qu'on réalise, au fond, que la Confédération n'a pas livré ce que les Canadiens français espéraient en obtenir, c'est-à-dire l'égalité de droit et la possibilité de rayonner partout sur le territoire. C'est au lendemain de la BUEC règlement 17 qui interdit l'enseignement du français en Ontario. Il y a la crise du Manitoba dont les séquelles sont encore fortes, la pendaison de Riel en 1885. Enfin, tous ces éléments qui vont faire en sorte que va s'exprimer une première fois ce raccord avec la nation, je dirais, 19e. Hein, avec la nation telle qu'elle se déploie ailleurs, mais telle qu'elle ne pourra pas se déployer dans le Canada. Donc par rupture, et non pas par compromis. Oui, tout à fait. Mais une rupture entrevue et non pas véritablement amorcée. C'est Guy Frégaud qui a une expression extraordinaire pour désigner cette vénération, et en particulier pour Lionel Groulx, quand il dit les vents de l'Action française ont pointé un soleil qu'ils n'ont évidemment pas pu regarder. Alors donc, c'est la première formulation d'un projet indépendantiste comme voie de réalisation de la nation, qui va rapidement lui-même retourner dans les ornières du compromis et du dédoublement nationaliste entre le Québec et le Canada, mais avec je dirais, avec un esprit de plus en plus chagrin au fur et à mesure qu'on avance dans le 20e siècle, puisque le Canada résiste de plus en plus farouchement à tout compromis autre que rhétorique sur l'exercice des droits des Canadiens français. Alors, c'est des interdits d'enseignement, c'est les luttes au bilinguisme, etc. Et cette ambiguïté va, au fond, être le fait davantage du Canada français que du Canada lui-même. Et tout ça va apparaître assez clairement avec la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme, où
On l'a vu et on le sait depuis, Pearson aurait peut-être été tenté de jouer l'avenue d'une thèse ou d'un Canada binational. On sait évidemment que cette thèse a été battue en brèche par le Parti libéral du Canada, dirigé par Trudeau et les deux autres colombes. Et à ce moment-là, on va connaître, je dirais, une deuxième mutation dans l'ambivalence identitaire et dans la conception de la nation. On va opposer au caractère binational du Canada le multiculturalisme. Donc, le fait que le Canada n'a pas une culture à transmettre, ni deux, mais qu'il y a une mosaïque culturelle où, au fond, tout un chacun peut être un peu tout à tous. Dans cette définition-là, évidemment, la Société canadienne-française, telle qu'on la retrouve au Québec et telle qu'on la retrouve encore au Canada, dans les Maritimes, dans l'Ouest, dans le nord de l'Ontario, vont se retrouver vont être interpellés de façon très différente. Les Canadiens français hors Québec vont être acculés, au fond, à jouer le jeu du multiculturalisme et à se définir dans la mosaïque, n'ayant pas le nombre et n'ayant pas les institutions pour véritablement soutenir autre chose. Les Québécois, les Canadiens français du Québec, qui depuis la fin des années 50 commencent à se désigner par rapport au territoire plutôt que par rapport à l'ethnie, les Québécois sont confrontés à un autre type de réponse. Ils ont le nombre, ils ont la concentration sur le territoire, donc ils vont pouvoir véritablement contester cette orientation et se définir en opposition ou en rupture avec le multiculturalisme. C'est plus clair maintenant que ça ne l'était à l'époque. Cependant, il y a un événement charnière qui va révéler la chose au grand jour et créer dans la représentation de la nation canadienne-française une fissure qui n'a, en fait, irréparable. Les États fédéraux du Canada français, en 67-68, vont consacrer la rupture. Le Québec doit devenir indépendant. Évidemment, les Canadiens français hors Québec se sentent trahis et abandonnés par le Québec foyer national, et d'autre part, se sentent aussi à la merci d'une majorité qui, dans le meilleur des cas, est indifférente à leur sort et, dans trop de cas, hostile à leur existence même, n'auront d'autre choix que de composer avec les institutions et les politiques du multiculturalisme, pour ce qui va les éloigner considérablement. À l'intérieur du Québec, le débat continue. Il est encore présent aujourd'hui, essentiellement sur les conséquences à tirer de cette situation où l'affirmation de la nation en lien avec son territoire confronte directement l'existence de l'État. Et c'est évidemment le dilemme fondamental du mouvement indépendantiste, en sortir, parce que y rester, c'est renoncer à la notion de nation. Quand je pense qu'il y en a qui voudraient renoncer à l'histoire, hein, Madame, Monsieur, vous venez d'avoir un cours en 20 minutes, là, extraordinaire, une très belle synthèse, comme sait les faire Monsieur Laplante. On va reprendre cette discussion tout à l'heure. J'ai hâte maintenant de rejoindre notre jeunesse et notre avenir. C'est un plaisir partagé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Robert Laplante. Pascal Chevrette est un jeune professeur de littérature au Cégep Montmorency et, comme on dit, plein d'avenir. Passionné par les lettres québécoises, Pascal Chevrette développe depuis déjà longtemps une réflexion originale et précieuse sur la question nationale et ses perspectives de développement. Il a aussi assuré de nombreuses entrevues radiophoniques et Dialogue lui donne l'occasion d'une initiation positive à la télévision au bénéfice de nos téléspectateurs.
Pascal Chevrette, bonjour d'abord. Allô, allô. Donc, réaction à la première salve de notre ami Laplante. S'il y en a qui n'ont pas compris parmi ceux et celles qui nous écoutent que le nationalisme puis la nation, c'est pas quelque chose qui tombe des arbres ou du ciel, mais ça a toute une histoire derrière. Là, c'est à désespérer de la série Dialogue. Comment avez-vous réagi? Vous avez quand même quelques années de moins, comme on dit, oui. Ce qui est un avantage certain. Ça implique des différences dans la perception de l'histoire. Oui. C'est-à-dire, je me considère un peu comme un enfant du non parce que j'ai pas pu voter au référendum de 95. Puis j'étais bébé naissant au premier référendum. Donc, aucune culpabilité. Non, mais il y a un grand... je vais vous avouer que chez moi, je me questionne beaucoup sur ce que je dois reprendre de tout ça, de toute cette histoire-là. J'ai trouvé fascinant, en fait, cette conscience historique-là. C'est intéressant toujours de revoir les différents épisodes qui ont structuré l'identité québécoise. Et ça me paraît extrêmement important d'alimenter cette culture-là qui est difficile, je pense, à transmettre aujourd'hui. J'ai l'impression, c'est ça, j'étais intéressé par tous ces repères-là. Je trouve, j'avais 15 ans en 95, donc après ça, dans les 20 dernières années, j'ai le sentiment que les gens ne vont pas mettre de l'avant la question nationale, qui me paraît quand même assez importante. C'est comme s'il y avait une espèce de, je ne sais pas si le terme est bon, une sorte de tabou autour de cet enjeu-là. Tu sais, il y a peut-être un coup politique à un référendum aussi quand ça ne fonctionne pas comme on aurait pu le penser. Puis psychologiquement, est-ce qu'on a le goût de reparler de ça? En tout cas, on essaie de sauver les meubles, mais qu'est-ce qui en reste? Mais évidemment, ça me paraît important. C'est sûr que j'essaie de lire un peu la situation actuelle, là aussi, là, où on a une espèce d'éclatement de toutes sortes de... Il y a toutes sortes de nouveaux enjeux aussi. Oui, puis j'allais dire, on fait presque plus d'enfants, soyons sérieux. Oui, en fait, il y a beaucoup d'autres données. Il y a 100 000 immigrants qui nous arrivent de partout. J'ai beaucoup aimé quand M. Laplante a commencé en parlant justement de la question nationale, puis en rappelant l'épisode de la décolonisation, fin des années 50, des années 60. J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai grandi devant la télévision, avec l'Internet qui arrivait, tout ça. Puis évidemment, sociologiquement, il se passe toutes sortes de choses aujourd'hui. Et ça me paraît important de réarticuler le sens de ce que la nation peut représenter aujourd'hui. La famille a beaucoup changé. La planète, je me rappelle, Marshall McLuhan avait dit que dans les années 60, on avait découvert l'écologie du moment que le satellite avait pris des photos de la Terre. Puis on a la planète qui est un monde fini aujourd'hui. La globalisation, comme oui, donc penser notre rapport au territoire puis à l'environnement, c'est appelé à être repensé, là, évidemment. Je ne pense pas que ça se fasse en une génération de repenser tout ça. Quand M. Laplante a évoqué le cas de la Grèce aussi, c'est quand même intéressant de lire ce cas-là. Là, je ne prétends pas tout connaître, mais il a parlé du réel de la solidarité, un peu en opposition à un réel un peu plus abstrait, qui est celui de l'ordre des grandes institutions financières, puis des agences de notation, puis des grandes organisations qui cherchent à libéraliser un petit peu les échanges à travers le monde. En opposition aussi à un rapport peut-être plus concret aux gens qu'on côtoie au jour le jour, tout ça. Puis le cas de la Grèce, évidemment, l'endettement. L'endettement, c'est sûr qu'on est obligé aujourd'hui de peut-être de penser l'avenir de la nation, évidemment. Oui, l'endettement n'étant plus un investissement nécessaire, mais devenant une charge, des chaînes mais c'est pour comme... contrôler c'est qu'à un moment donné, c'est pas facile de tout comprendre. Je le dis bien humblement, là, toutes les implications que des décisions prises dans des sommets ont sur des populations, des régions, des villes. Puis il y a un sentiment d'impuissance, j'ai l'impression, qui s'est installé parce qu'on est dans un monde, une mondialisation, c'est un terme qui veut... Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Là? Est-ce que vous êtes citoyen du monde? Est-ce que vous êtes québécois? Est-ce que vous êtes
fils ou arrière-petit-fils de Canadiens français. Ça se bouscule, tout ça. Hein? Ben non, mais citoyen du monde, ça peut être extrêmement abstrait, là, d'être citoyen du monde, là. Ça prend une appartenance aussi pour être capable de dialoguer avec les autres cultures, là. Je pense que c'est des questions, au fond. J'ai beaucoup de questions, j'ai pas de réponse, là, mais je pense qu'on doit essayer de se questionner un petit peu là-dessus. Oui. Okay. Comme professeur de littérature, on en a parlé un petit peu avec Robert Laplante tantôt, mais une nation, c'est une culture, c'est un rapport au monde, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de vivre des relations avec les autres. Est-ce qu'il y a une culture nationale ici? Ou est-ce que on peut dire, par exemple, vous êtes, vous, de Saint-Esprit, quel beau nom d'ailleurs, très inspirant, mais est-ce qu'il y a une culture de la ruralité par rapport à la culture de la ville? Est-ce que... Comment ça se passe? Oui, je pense qu'il y a une culture de la nation. Il y a un brassage là-dessus, hein? Oui, fort. mais c'est sûr que les repères ne sont peut-être pas du même ordre qu'à une autre époque. Là, on a parlé de l'immigration. Je travaille dans un collège où j'ai beaucoup de jeunes étudiants qui sont soit nés à l'extérieur du pays ou qui sont nés de parents qui ont émigré. Donc, évidemment, ils sont porteurs eux-mêmes d'une culture. Puis c'est un processus assez complexe, là, au fond, l'immigration. C'est pas sur une génération qu'on réussit à s'approprier une culture. Je pense qu'il y en a une. Je pense que ces repères sont un peu déstabilisés, là. Donc, il y a par rapport à ça, au niveau, on pourrait dire, du pluralisme culturel, les institutions qui ont été bâties au Québec sont le fruit de lutte, de réflexion, de toute une culture. C'est pas une abstraction, une institution. Ça, je pense qu'on a peut-être qu'on perd un peu le sens de ça. L'occupation du territoire aussi, qui me paraît un point important. L'occupation, la conscience du territoire. Okay. La conscience du territoire, présentement au Québec, en région plus éloignée, je parle pour les cégeps, j'enseigne dans les cégeps, il y a des difficultés. C'est pas seulement qu'au niveau des cégeps, mais au niveau économique aussi. Je pense que c'est à considérer aussi. Il y a peut-être une nouvelle donne par rapport à ça. Peut-être que la conscience du territoire, qui me paraît quand même liée à notre histoire, à la nation, doit quand même être considérée. Peut-être que j'ai comme l'impression les gens font peut-être moins d'enfants qu'à une époque, là, c'est pas... Oui, on m'a parlé souvent des grandes familles de 12, oui, on 14 voit enfants. ces images avec les enfants. Non, on y reviendrait pas, mais Non. mais évidemment, ça a assuré une certaine dynamique à l'échelle de la province, du pays. Est-ce que, comme jeune, vous n'avez pas l'impression, puisque vous êtes dans une institution d'enseignement, vous avez fréquenté l'université, vous avez aussi, comme tous les Québécois, flirté avec la paroisse du coin, si j'ose dire, vous avez fréquenté un certain nombre d'institutions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, bien que vous soyez, comme on dit, un Québécois depuis longtemps, que, je vais schématiser pour provoquer un peu la réflexion, que ce sont des institutions, comme le rappelait, je pense, Laplante tout à l'heure, inspirées par la colonisation britannique, anglaise, impériale, déguisées en français. Et par conséquent, il y a une belle peinture française, il y a un beau vernis en quelque sorte, mais qui n'arrive pas à modeler des institutions véritablement... Je pense que... Je sais pas. Je pense qu'elle modèle plus qu'on le pense. Oui? Oui, je pense pas. Penser la nation, c'est pas... c'est assez complexe, en réalité. C'est pas uniquement... Le fait français est extrêmement important, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Là. Si on pense, par exemple... En tout cas, au fil de mes lectures, je lis sur l'institution de la paroisse, l'Église, tout ça. J'ai l'impression que ça s'est un peu figé dans... je tiens pas à y revenir. J'ai l'impression que ça s'est... C'est devenu schématique un peu dans une espèce de transmission parce que y a certaines valeurs de coopératisme qui ont été développées à l'intérieur de ces institutions-là. Je pense aussi d'initiatives, beaucoup,
d'entraide, des réseaux de solidarité, peut-être à petite échelle, mais qui ont quand même, avec le temps, l'histoire, puis certaines, j'imagine, avec certaines victoires aussi, ont réussi à donner une couleur aux institutions publiques du Québec. OK. C'est souvent... plus qu'une couleur, absolument. Okay. Une vraie culture. Les institutions ont leur histoire aussi, elles évoluent, mais il y a quand même quelque chose, un certain socle de valeurs qui me semble perdurer puis qui est important à rappeler aussi. En tout cas, il y a une histoire. Je vous parlais de conscience historique, là. J'aimais bien écouter M. Laplante parce que c'est clair, il a cette conscience-là, puis elle me paraît importante à rappeler. Puis même, je vous dirais... C'est pas l'eau tout le monde. Non, mais il faut pas... oui, peut-être qu'on peut... On est face à tellement de contenu aujourd'hui. C'est facile. Bon, on ouvre l'ordinateur, puis Google, notre grand frère, est là pour nous emmener sur toutes sortes de contenus. Donc, ça devient difficile aussi de faire parler des contenus qui ont un véritable impact sur la formation de l'individu au sein d'une collectivité puis au sein d'une nation. L'influence du global aux dépens du local. Mais quand on parlait de la complexité de l'état de nos sociétés d'aujourd'hui, je l'ai peu évoqué tantôt, mais évidemment, la présence des nouveaux médias numériques change la donne. On peut être très saturé par les contenus. Quel espace dans notre mémoire vive reste pour pouvoir assimiler une culture nationale ou une conscience historique? Ouais. Cependant, quand on fréquente un peu activement les réseaux, la grande toile, comme on dit, on s'aperçoit que ça peut se retourner contre le grand frère colonisateur aussi. Il peut y avoir des initiatives locales qui partent, là, Facebook, les amis, les machins, et puis ça finit par créer quoi? On sait pas. En fait, c'est peut-être notre époque a quelque chose d'assez... Oui, elle est fascinante, notre époque, parce que les choses... C'est difficile de... Je me garde une certaine gêne pour condamner. C'est pas ça. Je pense qu'on est dans une période où on doit explorer beaucoup. Ça ne veut pas dire se lancer absolument dans les nouvelles vagues, là. Je pense qu'il y a des acquis à vraiment intégrer, à réfléchir, à assimiler, mais oui, je pense qu'il y a des belles... Il y a quelque chose qui peut être très novateur, là, qui est en friche, qui va peut-être prendre forme dans l'avenir. M. Laplante évoquait peut-être que, justement, il y a moyen de penser un État 2.0 aujourd'hui, puis je pense que ça peut aller dans cette... C'est ça, parce que tout à l'heure, à la pause, on évoquait l'imprimante que tout le monde va avoir et qui va permettre de fabriquer des casseroles, des crayons, des outils, peu importe. Mais on pourrait imaginer aussi toute une série de logiciels qui pourraient porter une transformation sociale émancipatrice pour les Québécois. Je pose l'hypothèse, là. Je ne sais pas si la technologie tend à se substituer à l'humain, là, mais... Oui, mais c'est pas... On ne fait pas de miracle, mais... Non, mais j'ai l'impression qu'elle déstabilise beaucoup oui. les milieux aussi. Oui, OK. Oui, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est peut-être un peu aventureux de ma part, mais j'ai l'impression que dans les corps de métier, dans les relations interpersonnelles, conjugales, familiales, C'était bouleversant, c'est ça? Oui, je pense chaque génération le vit comme un bouleversement. Je pense pas que les plus jeunes générations sont nécessairement super adaptées à ça. Au contraire, là. Je pense qu'il n'y a pas une génération qui échappe. Je suis pas sûr qu'on prend la pleine mesure des transformations que ça implique au niveau de la je dirais surveillance. Ça, c'est le mot qui me vient en tête, là. Mais dans différents corps de métier, il faut produire beaucoup de rapports. On est surveillé, tu sais. L'information est transmise quand même assez rapidement. J'imagine qu'au niveau des transactions financières, ça se fait à une rapidité que peu d'époques ont connue. Donc, Il y aurait un pouvoir soft, en quelque sorte, qui... Mais je pense que c'est un pouvoir qui n'est pas pensé non plus, puis qui est mal pensé, puis qui est très réactif là, à ce qui se passe. D'où peut-être... cette obsession-là de la sécurité aussi aujourd'hui. Parce que ça va très, très, très vite. Puis bon,
Alors, le lien. merci Pascal. On va prolonger de toute manière en rejoignant M. Laplante qui a sûrement beaucoup de commentaires à faire. Merci beaucoup. On y va. On va vers l'expert, comme on dirait. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Eh bien, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de l'histoire, de la culture, d'où nous sommes issus. Il n'y a rien à dire sur le plan de match, mais on va évoquer l'avenir et en particulier, l'Action nationale que vous dirigez vient de publier ou va publier, je ne sais plus exactement, vient de publier un numéro spécial sur le thème de l'écologie, du pipeline, enfin, etc. Tout le monde comprendra de quoi je veux parler. Est-ce que pour l'avenir, est-ce qu'on pourrait dire que le nouveau vecteur qui permettrait de remobiliser le monde ou de continuer à le mobiliser, ça va être le vecteur environnemental, mais marié en quelque sorte avec la perspective nationale, c'est-à-dire de réappropriation finalement du patrimoine? Je crois que oui, parce que la notion d'environnement n'est plus réservée à la nature. C'est l'ensemble du cadre de vie qui est désormais désigné par la préoccupation environnementale. Et dans le cadre de ce numéro que nous avons consacré à l'ordre pétrolier canadien, comme nous l'avons appelé, essentiellement, nous faisons ressortir que la question du pétrole nous renvoie non seulement à un choix de paradigme technologique comme tel, mais nous renvoie à la notion de territoire et de ce que nous voulons en faire et de la manière dont nous voulons l'habiter. Or, ce que les Québécois n'ont pas encore réalisé, et c'est leur héritage référendaire, qu'ils le veuillent ou non, c'est qu'ils ne sont plus maîtres chez eux. Le pipeline canadien peut se décider et va se décider, quoi qu'en disent les Québécois. Les pouvoirs fédéraux sont clairs et les puissances financières alliées au gouvernement canadien vont tout mettre en œuvre pour réorganiser la façon dont nous habitons le territoire du Québec. Et ce que la question environnementale est en passe de révéler, c'est que le choix de se désigner par rapport au territoire, qui était, je dirais, le second volet de la révolution identitaire accompagnant la révolution tranquille, c'est-à-dire l'affirmation de la langue française comme la langue commune et le ciment de la nation, avec une culture assumant ses héritages, est désormais non pas mis en plein, mais essentiellement apparaît comme un volet. Et que le volet territoire n'était pas seulement qu'un référent géographique, c'est un référent identitaire fort. Et ce que révèle la résistance au pipeline, puis à tous les risques que l'économie canadienne axée sur le pétrole fait courir au Québec, c'est essentiellement cette conscience qui apparaît que derrière le choix technologique, derrière les intérêts économiques, c'est une manière de vivre, c'est une identité qui sont en procès. Alors, pour ce qui est de l'avenir, la question environnementale est d'ores et déjà en train de révéler aux Québécois que s'ils veulent continuer d'exister comme nation, ils vont devoir prendre acte du fait qu'ils sont désormais minorisés à jamais dans la structure politique canadienne. À la fois parce que sur le plan électoral, la carte électorale du Canada est désormais divisée de telle manière que quand bien même aucun député ne serait élu au Québec, un parti peut former un gouvernement majoritaire à Ottawa. Donc là, la question du territoire et de ce qu'on peut en faire connecte directement avec la question de la volonté démocratique et avec celle du droit à l'autodétermination.
Au-delà de ça, il y a un autre pan de l'avenir qui s'ouvre, qui est extraordinairement intéressant et mobilisant, c'est que le Québec peut se passer du pétrole, justement. Nous avons une abondance de ressources renouvelables qui pourrait nous permettre, nous, de ne pas faire le choix que le Canada fait. Alors, on est dans une situation assez paradoxale, alors que pendant 20 ans au Québec, on a parlé de la nécessité d'un brevet de société qu'il nous faudrait élaborer et qui a mobilisé des milliers de militants qui ont peaufiné les propositions, etc. Voilà que le brevet de société nous arrive par là où nous ne l'attendions pas. C'est le Canada qui nous en propose un brevet de société et qui a tous les moyens de nous l'imposer. Vous qui êtes propriétaire, peut-être bientôt, quand la banque voudra vous arrêter votre égorgement d'une maison patrimoniale à Saint-Esprit, mais qui risque d'être très entourée par des milliers de logements sociaux après des zonages. Comment vous percevez ce lien que Robert Laplante fait entre le vecteur environnemental et le vecteur linguistique et le vecteur territorial, qui serait donc tout ça porteur d'une nouvelle appropriation, on va dire, plutôt qu'appartenance? Mais je crois aussi que ce facteur-là du territoire réapparaît. J'ai eu l'impression qu'il avait été un peu oublié ou qu'on avait pris pour acquis que, bon, le Québec, on était maître chez nous. Que ça, c'est... Même, j'aimerais savoir si, dans notre passé, il n'y avait pas une conscience peut-être plus assurée du territoire. Pas une conscience plus assurée, mais plus claire du territoire. Puis, autre chose aussi, parce que le numéro de l'Action nationale qui parle de la mobilisation des citoyens de Lanoraie dans la Naudière autour des tourbières. Oui, c'est quand même assez intéressant parce que, bon, il y a certains articles où, bon, c'est des témoignages de gens qui ont mobilisé la population. Puis, il y a tout un exercice, justement, de mobilisation qui se fait. Je pense qu'il y a une redécouverte aussi, pas uniquement du territoire, là, mais de l'exercice de la démocratie. Puis même les élus des municipalités puis des MRC comprennent qu'ils doivent en prendre acte de tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se produit là. C'est ça, c'est pas seulement de l'hygiène publique, il faut faire propre, on va faire le ménage. Non. C'est pas ça, hein, c'est un nouveau modèle de développement, un nouveau rapport au monde, finalement. C'est une conscience aiguë. Oui. Cette lecture-là va nous conduire où, bien malin qui peut le prédire, mais il est clair qu'un nouveau procès culturel, au sens large du mot, est ouvert. Et ça pose d'énormes questions, à la fois sur la place du sentiment d'appartenance et sur la façon dont, comme citoyen, cela peut s'exercer. Pour moi, l'exemple limite de la chose, c'est Anticosti. Oui. L'immense majorité des Québécois n'a jamais été Anticosti et n'ira probablement jamais. Oui. Pourtant, la menace qu'on fait peser sur ce joyau du Golfe vient interpeller beaucoup de gens sur des bases, je dirais, symboliques, bien davantage qu'expérientielles. Les gens n'ont pas l'expérience d'Anticosti, mais ils savent qu'il y a quelque chose d'eux-mêmes que le saccage d'Anticosti menacerait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous pose la façon dont une société se projette dans l'espace, la façon dont elle définit sa communauté. C'est un peu la même chose pour la Côte-Nord. Beaucoup de gens sont émus par les vers de Vigneault sur Natashquan, mais n'y ont jamais été. Le génie de Vigneault aurait été de faire apparaître Natashquan dans notre imaginaire, dans notre façon de nous représenter. Alors maintenant, la réalité des régions, les risques environnementaux associés à des forces économiques indifférentes à toute autre considération que financière et de rentabilité, cette façon-là rebrasse les cartes, donne de nouveaux clivages et redéfinit, entre autres, la question de la souveraineté, qui n'est plus seulement qu'une affaire de régime, mais qui devient, là,
choix de société. C'est une chose de la penser culturellement, mais territorialement aussi. Le nord du Québec aussi Tout à fait. est pensé comme... est abstrait pour la majorité des gens, en réalité, alors que c'est... bon, c'est peut-être un 4-5, je dis ça comme ça, mais un 4-5e du territoire québécois. Il y a une abstraction dans tout ça. Le géographe Louis-Edmond Hamelin est assez intéressant sur son explication du nord, de la nordicité, des communautés, bon, des Premières Nations qui sont là-bas, puis de la complexité de ce que c'est, parce que c'est ça, à ce niveau-là, il y a quelque chose à redécouvrir. Il y a quelque chose de fascinant aussi dans tout ça, là, de grave, mais Oui. Et que la question environnementale nous force à réinvestir. Les débats autour du plan Nord, autour de la multiplication des barrages, l'ouverture des routes, la question des territoires protégés dans cette région-là du Québec, oblige, au fond, tout le monde à se donner une vision de ce que c'est que vivre ici. Et vivre avec qui, évidemment aussi, puisque on sait que ces territoires sont habités par des peuples autochtones que, encore une fois, l'immense majorité des Québécois ne rencontreront jamais. Beaucoup de Québécois, et c'est une des réalités assez paradoxales de l'immigration, par exemple, où beaucoup de Québécois vont être en contact avec des peuples exotiques, avec des représentants de peuples exotiques des confins de l'univers, enfin du monde habité, et n'auront jamais eu de contact avec des populations autochtones qu'ils ne connaissent pas ou peu. Et ce brassage-là nous amène justement à des représentations nouvelles, parce que précisément, ce sont des peuples qui se cramponnent encore à leur territoire. Absolument, qui en ont une conscience aiguë. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans le parcours historique de la nation québécoise, il y a, ou à une époque on parlait de la nation canadienne, il y a eu des épisodes où il y avait cet échange-là, où il y avait cette rencontre-là avec Vous me faites penser, moi j'habite sur la rue Fabre, qui était à la fois un évêque et un maire de Montréal, quel drôle de mélange, mais à côté, je pense au père Marquette, qui a été le premier cartographe, et je me dis finalement, ce que vous êtes en train de nous dire tous les deux, c'est qu'il faut une nouvelle géographie de la nation, pas seulement une histoire. On parlait d'histoire tantôt. Absolument. Oui. Une nouvelle cartographie, finalement, mentale. Ce que j'ai appris de l'histoire québécoise, c'est aussi un tournant à une époque où on se disait Canadien-Français, puis on en est venu à penser québécois. Mais bon, la province de Québec, qui a d'abord été fondée comme ça. La conscience du territoire sur le plan de l'identité québécoise, est-ce que c'est toujours limité au territoire juridiquement du Québec? Mais quand on lit sur les Canadiens français, c'était pas le cas. Comment, culturellement, on prend acte de cette modification-là où, je pense à une Gabrielle Leroy qui a grandi à Saint-Boniface, puis dont les grands-parents étaient originaires de Saint-Alphonse dans la Naudière. Elle hérite quand même d'un socle de valeurs, d'une sensibilité aussi propre à cette identité-là. Mais c'est bien la contribution de la question environnementale renouvelée que de renouveler également la question du rapport au territoire. Ouais. Les jeunes Québécois, par exemple, sont de grands voyageurs. Non seulement ils voyagent, mais ils valorisent beaucoup le fait d'aller voir au bout du monde s'ils y sont. Le paradoxe, et j'ai souvent eu l'occasion de le constater dans les rencontres que je fais dans les cégep ou les universités, le paradoxe, c'est que très souvent, nous rencontrons des jeunes gens qui sont allés en Thaïlande, qui sont allés en Australie et qui n'ont jamais été en Gaspésie. C'est ça. Et parfois même qui ont du mal à distinguer Chicoutimi de Rimouski sur une carte. Et là, tout à coup, ils sont nouvellement interpellés par la question environnementale parce que c'est sur le territoire auquel ils s'identifient sans le connaître jusqu'à un certain point, que se posent les enjeux. Et ces enjeux-là, bien, ils sont aussi multidimensionnels parce qu'au fond, qu'est-ce que ça changerait dans la vie des Montréalais que 3 villages de 500 habitants disparaissent de la Gaspésie? Hein?
Alors, on l'a vu d'ailleurs, il y a un digne représentant du Conseil du patronat qui l'a formulé de manière assez cavalière, ouvertement, en disant, au fond, la raison financière voudrait que nous utilisions les fonds pour déménager les vents. C'est un fantasme régulier, d'ailleurs, chez les néoconservateurs, ça. Mais cette idée qu'on déplace les communautés et les vents sur le territoire comme on déplace des objets. Alors, la question de l'occupation du territoire, du statut des communautés, nous ramène à une conception renouvelée de la nation. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous véritablement et où vivons-nous? Est-ce que vous vous posez cette question-là à 35 ans? Du territoire? Oui, Oui, absolument. Qui sommes-nous? On se la pose. C'est une des beautés de l'être humain, c'est de se poser cette question-là, mais... OK, c'est pas noyé dans le reste des préoccupations, c'est non, vraiment, c'est au cœur oui, on se la pose, puis, de vos préoccupations. Oui, puis de prendre acte, puis de lire la réalité autour de soi, là, d'abord. On n'a jamais de réponse absolue, mais je pense qu'on fait des bons bouts de chemin quand on est capable de s'ouvrir les yeux à ce qu'on a autour de soi. Et on redécouvre les œuvres. Hein? Un recueil de poèmes de Pierre Perrault, Portulan. C'est un recueil de poèmes qui retrouve une actualité étonnante. Mais j'allais évoquer Perrault parce qu'il avait une conscience aiguë du territoire. Je pensais à J'habite une ville. Aussi, bien sûr. Où il pose des questions à des travailleurs dans un abattoir, des locataires. Les débardeurs du port. Et c'est absolument fascinant parce qu'il redécouvre absolument tout. Tout est révélé. Je vous remercie parce que le temps a passé évidemment très rapidement. Je ne me suis vraiment pas ennuyé. J'espère que vous non plus. On pourrait continuer ce débat. On le continuera d'ailleurs à d'autres occasions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'ai quelques livres à vous proposer, non pas parce que je suis passé, j'ai été victime d'un service de presse agressif, ça n'a rien à voir avec ça, mais je prends dans ma bibliothèque des choses que j'ai lues et qui vous permettraient, à mon avis, de prolonger la réflexion. Alors, je les donne comme ça. L'État de la Nation, Jean-François Lessard, qui a été mon collègue à l'UQAM, mais qui est maintenant retraité, mais qui avait des choses à dire. Le capitalisme financiarisé, alors ça c'est épouvantable, c'est les intellectuels qui ont fait le titre, c'est pas grave. Et la crise économique au Canada, les séminaires Fernand Dumont aux éditions Nota Bene. Libérer les Québec, avec un S en bleu, de notre ami Roméo Bouchard chez Eco-Société. Hervé Fischer, qu'on reçoit dans quelques semaines. Québec imaginaire et Canada réel. L'avenir en suspens et la dimension donc de l'imaginaire. Et puis là, j'ai pensé que, en tout cas, c'est une très belle réflexion parce que on n'a pas évoqué le mot pour ne pas déraper, mais les nations obscures, une histoire populaire du tiers-monde. Tiers-monde, ça veut dire beaucoup de choses encore intéressantes et à prendre en compte. Et puis, évidemment, comme je suis grassement payé par l'éditeur, les cahiers de lecture de l'Action nationale. Vous savez, c'est une réussite. On parle du nationalisme. C'est vraiment un acquis québécois qui est de plus en plus implanté. C'est une réussite même au niveau économique, d'après ce que j'ai compris. Ça ne veut pas dire que notre ami Laplante roule en Cadillac avec chauffeur. Tous nos auteurs sont bénévoles. Voilà, c'est ça l'avantage, dont d'ailleurs notre ami Pascal Chevrette. Alors, les cahiers de lecture, ça ne marche que par abonnement, mais justement, ça marche. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Dialogue.